Module 29. Les notions bancaires à connaître. Partie 2. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite « Acheter un immeuble et gagner gros ». Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite. Elle est juste en dessous dans la description. Dans cette dernière partie des notions bancaires à connaître, on va voir ici en détail qu'est-ce qu'un cash squeeze, comment cacher un compte bancaire pas top, comment faire pour augmenter son devis, comment fonctionne le déblocage des fonds et bien d'autres notions indispensables à connaître. Le langage du banquier, le cash squeeze. Il est interdit d'être en cash squeeze pour un investisseur rentable. Ça signifie être en cash flow négatif. Et pour éviter ça, vous devez donc sortir de l'argent tous les mois pour combler le crédit de votre bien immobilier. On a appris depuis le début à avoir un cash flow positif. Ce qui signifie que le loyer de votre locataire vous permet de payer votre crédit et d'avoir en plus un peu d'argent dans votre poche. Si vous êtes en cash squeeze, vous allez devoir faire un effort d'épargne en rajoutant un peu d'argent de votre poche tous les mois pour payer le crédit. Le très gros problème, c'est que non seulement votre épargne va diminuer tous les mois, mais en plus votre taux d'endettement va également diminuer. Vous serez donc bloqué plus facilement pour les prochains investissements que vous souhaitez faire. Il ne faut donc jamais être un cash squeeze. Avoir un compte parfait. On l'a dit plusieurs fois dans les modules précédents, la banque aime les comptes parfaits. On n'y reviendra donc pas en détail. Si vous ne les avez pas regardés, je vous invite à les lire en détail pour tout comprendre. En revanche, ce qu'on va voir ici, c'est comment cacher un compte qui ne sent pas bon. Vous jouez au jeu ou au pari en ligne. Vous faites du crypto-trading. Vous avez un crédit conso où vous faites beaucoup de dépenses inutiles, montrant que vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Si vous êtes dans l'un des cas, la banque ne doit pas être au courant. Si vous ne souhaitez pas arrêter certaines activités, il faudra faire ces choses sur un compte caché, sinon ça fera tâche pour votre demande de prêt. Je vous conseille par exemple de faire toutes ces actions non recommandées par la banque sur un seul et unique compte, d'une banque en ligne. L'avantage des banques en ligne, c'est que c'est gratuit la plupart du temps et la gestion est facile, donc c'est ici qu'il faudra cacher ce genre de choses. Néanmoins, vous prenez un risque en cachant un compte à la banque, puisque lors d'une demande de crédit, la banque va vous demander tous vos comptes. Si vous en cachez un, ça peut être problématique pour la suite. Donc vous savez que vous pouvez le faire, après libre à vous de faire ce que vous voulez. Soyez intelligent, n'envoyez pas d'argent de votre compte normal à votre compte en ligne, surtout si c'est des virements réguliers, la banque le verra. Enfin, n'oubliez pas que les banques classiques ont souvent chacune une banque en ligne. Je sais que la BNP a par exemple Hello Bank. Donc n'ayez pas votre compte caché chez Hello Bank en faisant une demande de prêt chez la BNP. Augmentez les devis. Lorsqu'on fait des travaux dans un appartement, mais encore plus dans un immeuble, le montant des devis des artisans sera dans 90% des cas revu à la hausse durant tout le chantier, puisqu'il y aura toujours des choses auxquelles on n'aura pas pensé avant le début des travaux. En effet, un artisan va visiter 2 ou 3 fois l'immeuble, vous également. Il essaiera de faire un devis au plus juste, mais il y aura toujours des choses qui se verront par la suite, soit parce qu'il n'y avait pas fait attention, soit parce que c'était caché par du placo ou un faux plafond par exemple. Alors une fois que vous avez cette information précieuse, il faut anticiper et pour cela, il n'y a qu'une question. Vous devez faire 2 devis à vos artisans. Le devis qu'il faudra garder pour vous, pour calculer votre rentabilité, puis à côté, vous devrez demander un deuxième devis à l'artisan en lui demandant de facturer 10% de plus. C'est le deuxième devis que vous enverrez à la banque. Ainsi, vous aurez une enveloppe supplémentaire de 10% pour vos travaux, vous permettant d'avoir une bonne marge si des soucis arrivent pendant le chantier. La banque vérifiera juste que le montant du devis et le travail qui sera fait correspondent. Si le prix est cohérent, elle ne verra pas la différence de 10%. Ne vous inquiétez pas. Les artisans ont l'habitude de faire ce genre de choses. Ça ne les dérange absolument pas. Ils savent qu'un chantier réserve des surprises. Puis la banque ne vérifiera pas d'avant les travaux et les factures des artisans correspondent. Vous pourrez même avoir un autre artisan qui fera le travail par rapport aux devis initiaux. Ce n'est pas un souci. Une fois que le prêt est accepté, alors n'importe quel artisan pourra vous facturer. Dernière chose, si finalement vous avez bien géré vos travaux et qu'il reste de l'argent à la fin du chantier, déjà, je vous félicite, car je n'y suis jamais arrivé. Puis ce n'est pas grave, puisqu'il suffira de dire à la banque que vous avez trop emprunté. Elle réintégrera l'argent des travaux dans votre crédit, comme si vous aviez fait un remboursement anticipé. Néanmoins, je ne vous conseille pas de faire ça. Gardez cette réserve d'argent en cas où, si dans 6 mois, il y a un souci dans l'immeuble. Utilisez cette réserve pour payer ces travaux. Le déblocage des fonds. Le déblocage des fonds, c'est l'argent que vous débloque la banque pour que vous puissiez payer les artisans. Pour débloquer l'argent, il faut impérativement une facture de l'artisan. Sans facture, une banque ne débloque pas d'argent. Il y a 2 types de banques.
les banques qui vous envoient l'argent directement sur votre compte, les banques qui payent directement les artisans. Je préfère les banques qui envoient l'argent directement sur notre compte. Mais sachez que c'est très rare. Perso, je n'ai jamais eu ce cas. À chaque fois, ma banque envoie l'argent aux artisans. Ce type de fonctionnement est très pratique car au final, si la banque vous envoie directement l'argent à vous, ensuite, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de payer l'artisan. Dans tous les cas, vous devrez rembourser cet argent. Donc, rien d'illégal dans le fait d'utiliser cet argent pour acheter des meubles, par exemple. Mais ce fonctionnement est de plus en plus rare. Justement dû aux dérives. Désormais, les banques n'utilisent presque plus ce fonctionnement. La plupart des banques payent directement les artisans. Comme ça, la banque sait que l'argent sert vraiment à payer la prestation des travaux effectués. Par contre, il faut faire attention car les banques mettent beaucoup de temps à payer. Certaines banques mettront 2 jours à payer après la réception de la facture et d'autres mettront 3 semaines. Il faut donc bien prévenir l'artisan que ça peut être long et que s'il a besoin de l'argent rapidement, il devra envoyer la facture en avance afin d'anticiper ses besoins pour ne pas être bloqué le temps du paiement. Pour acheter du matériel à Casto, Brico ou autre, ce qui est notamment mon cas, j'achète une grande partie du matériel pour ne pas que mes artisans fassent de la marge dessus. Dans ce cas-là, vous devrez acheter le matériel comme une douche, un compteur électrique, du matériel que la banque acceptera de payer, et non du mobilier ou de la déco par exemple. Puisqu'une fois que vous aurez payé, vous pourrez envoyer la facture de Casto à votre banque afin qu'elle vous rembourse votre achat. Si vous faites vos travaux vous-même, vous ne pourrez pas vous rémunérer sur le temps que vous passerez à faire les travaux. Vous pourrez néanmoins vous faire rembourser tout le matériel utilisé pour faire ces travaux. Placo, peinture, pinceau, colle, parquet, etc. Il y a une possibilité de se faire rembourser le temps passé. C'est de créer une structure qui elle-même vous facturera. Ayant une facture à la banque, elle pourra vous rembourser. Mais dans ce cas-là, il faudra prendre rendez-vous avec un fiscaliste pour qu'il vous explique le montage fiscal à faire pour être dans la légalité. Avec ou sans apport. On l'a vu, pour avoir une très bonne note, il faut notamment mettre un apport. Plus vous mettrez un apport élevé et plus la banque appréciera. Néanmoins, notre but, à nous, en tant qu'investisseurs rentables, c'est de ne pas bloquer notre argent. Donc, mettre le moins d'apport possible. Dans mon cas, mon endettement étant important, environ 2 millions d'euros, je suis obligé de mettre de l'apport au moins 10%. Mais quand j'ai commencé, je n'ai mis aucun apport et c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous débutez dans l'immobilier et que vous avez encore peu de biens IMO, je vous conseille de mettre le moins d'apport possible, car au début, il est important d'avoir une épargne de précaution afin de se protéger en cas de soucis d'impayés ou de gros travaux. La banque n'aime pas les investissements sans apport, mais ce n'est pas grave, vous vous rattraperez sur tous les autres points qu'on a vus plus haut. En revanche, si vous avez beaucoup de biens ou un endettement assez conséquent, la banque vous demandera de mettre un apport pour la rassurer. En effet, quand le taux d'endettement est haut, la banque est assez frileuse. Donc il faut l'aider un petit peu. De toute façon, si vous avez plusieurs biens rentables, vous pourrez mettre un peu de cash, cela ne posera pas de souci. Se mettre le banquier dans la poche. Un banquier ne gagne que très peu d'argent avec un prêt immobilier, les taux étant tellement bas que ce n'est pas leur principale source de revenus. C'est pourquoi quand un banquier accepte de vous faire un prêt, c'est presque une faveur qu'il fait pour vous, puisque ce n'est pas ça qui va le nourrir. En effet, un banquier est un commercial, et son but est de vous vendre des produits financiers. Ainsi, soyez ouvert à la négociation. Si vous ne souhaitez pas mettre d'apport dans ce nouvel investissement, acceptez alors de prendre les produits que va vous conseiller le banquier. Ça ne vous coûtera pas grand-chose et ça fera plaisir à votre banquier et sa hiérarchie de voir que vous jouez le jeu. Prenez une petite assurance vie ou un PEA ou un compte épargne chez eux. Prenez également l'assurance emprunteur de la banque. Elle est souvent un peu plus chère, mais ce n'est pas grave. Le plus important étant d'avoir son prêt. Vous pourrez de toute façon la changer 1 an après le début du crédit. Prenez l'assurance P&O par exemple chez eux aussi. Plus vous en prenez et plus ils seront contents. Enfin, offrez une petite bouteille de champagne pour fêter la signature de l'acte final de votre projet. C'est un petit geste dont il se souviendra. Choisir sa banque. Vous avez plusieurs possibilités pour chercher une banque. Vous pourrez soit chercher une banque par vous-même, soit passer par un courtier. Il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des deux stratégies. Chercher sa banque soi-même, le principal inconvénient, c'est la perte de temps puisque vous allez devoir prendre rendez-vous avec chaque banque, une par une, passer 1 heure pour chacune d'entre elles pour expliquer le projet en détail. Prendre un courtier est plus avantageux car vous ne perdrez pas de temps. Vous ferez un seul rendez-vous afin de tout expliquer en détail. C'est intéressant si vous avez un bon dossier, mais si vous en avez un mauvais, il mettra moins d'entrain à présenter votre projet aux banques. Certains courtiers se font payer par la banque et d'autres se font payer par la banque plus le client. Demandez bien quel type de rémunération il a dès le premier rendez-vous. À noter que votre propre banque ne sera sûrement pas la mieux placée pour vous prêter car en commerce,
Une chose est importante, recruter des nouveaux clients. Une banque peut payer cher un nouveau client. Elle pourra donc prêter plus facilement. Alors que votre banque actuelle vous a déjà, donc elle fera moins d'efforts. L'exemple de Free est un bon exemple. Pour ses clients actuels, il ne fait pas de remise, mais souvent, pour les nouveaux clients, il fait des offres à 1 euro par mois pendant 12 mois par exemple. Qui décide au final ? Si vous avez un petit endettement ou que le projet n'est pas assez élevé, moins de 200 à 400 000 euros, c'est souvent le banquier ou le directeur de banque qui aura la main sur la décision finale pour accepter ou refuser votre demande de prêt. En revanche, pour un profil investisseur de plusieurs millions d'encours ou pour des projets dépassant les 500 000 euros, c'est souvent au siège que ça se décide. Votre banquier pourra mettre une note pour favoriser ou non votre projet, mais il ne pourra rien faire de plus. En revanche, si votre projet n'est pas intéressant selon lui, il ne le montrera pas au siège pour l'examiner. Il est donc important de convaincre le banquier que votre projet est en béton. Ne pas faire d'erreur. Faites attention et notez bien que la première impression est très importante lorsque vous rencontrez le banquier. La première impression jouera un rôle important pour la suite de votre rendez-vous. Il faut donc être bien habillé, avoir une élocution parfaite, être sûr de soi. Après la première impression, il va falloir continuer à être au top. Pour cela, vous devrez connaître vos sujets sur le bout des doigts, répondre du tac au tac et ne pas faire d'erreur sur les questions qu'il vous posera. Ne donnez jamais les inconvénients de votre projet, ne donnez que les avantages. Vous devrez présenter votre projet comme si c'était votre propre bébé. Il faut que vous mettiez vos tripes sur le bureau et montrer que vous en voulez. Montrez au banquier que vous lui apportez une affaire et qu'il a besoin de vous, et non l'inverse. Entre « je voudrais emprunter 500 000 euros » et « je veux emprunter 500 000 euros », et il faut le faire ressentir au banquier pour qu'il voit à quel point c'est un projet très rentable. Pour ceux qui font des rendez-vous avant le compromis pour avoir un oui oral de la banque, cela n'a aucune valeur. En effet, il est inutile d'aller voir la banque avant un compromis, car ce qu'elle vous dira pourra être totalement l'inverse lorsque vous prétendrez à un rendez-vous réel. Après le compromis, vous demandez votre prêt. De plus, ce genre de rendez-vous avant le compromis pourrait embêter le banquier, car il n'est pas là pour perdre du temps. Et prendre un rendez-vous pour un hypothétique compromis n'est donc pas une bonne idée.